Bonsoir et bienvenue dans ce 23h à la une de l'actualité. Le prochain président de la commission de la CEDEAO est le ministre ivoirien de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou. L'annonce a été faite lors du 52e sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une décision saluée par le président de la République, Alassane Ouattara. Ce dimanche, les populations de l'Agné-Bitsiassa se sont retrouvées à Goville. Elles ont rendu hommage au président Alassane Ouattara en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Une reconnaissance pour les nombreux chantiers de développement ouverts dans leur circonscription administrative. Bonne nouvelle pour les personnes atteintes du cancer. La Côte d'Ivoire vient de se doter d'un centre national de radiothérapie. Il va permettre d'améliorer le traitement et les conditions de prise en charge sanitaire des malades du cancer. Merci de suivre ce point de l'actualité. C'est l'une des décisions de la 52e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenue ce samedi à Abuja. Le ministre ivoirien de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, est le prochain président de la commission de la CEDEAO. Cette décision a été saluée par le président de la République, Alassane Ouattara, présent à ce sommet. Pour lui, c'est une autre marque de confiance faite à la Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Aboulé. La Côte d'Ivoire a l'honneur au 52e sommet de la CEDEAO. Le prochain président de la commission de cette institution est ivoirien. Il s'agit du ministre Jean-Claude Brou, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, présent parmi les chefs d'État et de gouvernement à cette session ordinaire qui vient de se tenir dans la capitale nigériane, en est heureux. Il donne la nouvelle comme l'une des grandes décisions prises par cette rencontre d'Abuja. Nous avons passé en revue vraiment tous les grands dossiers de la CEDEAO, des dossiers au niveau donc, des États où il y a des difficultés et nous avons trouvé des solutions, que ce soit la Guinée-Bissau, que ce soit d'autres pays. Mais nous sommes satisfaits de la situation au Togo, nous sommes satisfaits des décisions qui ont été prises. Nous avons revu la situation économique qui s'améliore également grâce à l'évolution positive du Nigeria. Nous avons passé en revue les questions de sécurité. Nous félicitons le Nigeria pour les progrès faits dans la lutte contre Boko Haram. Et nous avons aussi pris des décisions institutionnelles. Et la plus importante, c'était donc la désignation du président de la commission. Et j'ai le grand bonheur d'ajouter à nos concitoyens que la Côte d'Ivoire a eu l'honneur d'avoir le poste de président de la commission. Et nous avons d'ailleurs proposé donc notre frère Jean-Claude Brou, le ministre de l'Industrie et des Mines, qui sera le prochain président de la commission à compter du 1er mars 2018. Face aux grands défis tels la sécurité, la problématique de la migration, la 52e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO en appelle à plus de solidarité de la part de ses pays membres. Solidarité à travers la bonne gouvernance, la démocratie pour la paix et surtout la création d'emplois pour les jeunes. Toutefois, pour le président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé, seuls les moyens adéquats de fonctionnement permettront à la communauté sous-régionale d'atteindre ses objectifs. Nos institutions sous-régionales, en particulier la commission de la CEDEAO, ne peuvent pas être performantes, comme nous le souhaitons, si nous ne l'aidons pas de moyens nécessaires à leur fonctionnement. Conformément à nos directives par le passé, la réforme institutionnelle engagée depuis quelques années devrait nous permettre, à travers une gestion plus efficiente et rigoureuse, non seulement de contenir les dépenses, mais également de consacrer 60% des ressources mises à leur disposition aux projets de développement économique et social en faveur de nos populations. C'est pourquoi je lance un vibrant appel aux États membres pour la mise en œuvre diligente de toutes les dispositions du protocole sur le prélèvement communautaire destiné aux institutions de notre communauté. Chaque État membre doit montrer son engagement et sa détermination dans l'application des actes et décisions que nous adoptons. Et le président Faure Gnassingbé de se féliciter par ailleurs de la bonne organisation de cette session à travers le leadership du président hôte, le chef de l'État nigérien Mamadou Buhari. Il a aussi salué la présence
du président mauritanien à ce sommet, une présence vue comme l'espoir d'un retour certain de la Mauritanie au sein de la CEDEAO. Le ministre Jean-Claude Brou occupera donc la présidence de la commission de la CEDEAO. Qui est-il et quel est son parcours? Des réponses avec Adama Koni. La Côte d'Ivoire, plus que jamais présente dans les organisations régionales de développement. Deux dates à retenir à cet effet. 17 février 2012, le président Alassane Ouattara est élu président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. 16 décembre 2017, le ministre Jean-Claude Brou est désigné nouveau président de la commission de la CEDEAO. Le milieu financier, économique et bancaire, c'est son ADN professionnel. Tenez, après une maîtrise en sciences économiques à l'université d'Abidjan, il s'envole pour Cincinnati aux États-Unis où il décroche son PhD en économie en 1982. C'est le début d'une carrière à l'international. Il intègre alors le Fonds monétaire international, FMI, en tant qu'économiste principal d'abord et devient ensuite le représentant résident de l'institution de Bretton Woods au Sénégal. Nous sommes entre 1982 et 1991. Justement, en 1991, Jean-Claude Brou rentre au pays. Il est nommé conseiller économique du Premier ministre d'alors, Alassane Ouattara, et préside en même temps la Commission nationale de privatisation jusqu'en 1999. En 2003, commence sa carrière de banquier. Jean-Claude Brou est directeur des études à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, avant le poste de directeur du département des études économiques, puis celui de conseiller spécial du gouverneur. Il est contrôleur général et membre du gouvernement de la Banque centrale, chargé de la supervision des risques et de l'audit. En 2010, retour dans les institutions de Bretton Woods. Cette fois, à la Banque mondiale où il est nommé représentant résident au Tchad jusqu'en octobre 2012 lorsqu'il est appelé au pays pour occuper le fauteuil de ministre de l'Industrie et des Mines. Le nouveau président de la commission de la CEDEAO est marié et père de 2 enfants. Il s'exprime couramment en anglais, en espagnol et en portugais. Jean-Claude Brou, c'est tout un parcours professionnel que la Côte d'Ivoire met à la disposition de la CEDEAO. Dans l'actualité politique, la ville d'Agboville a abrité ce dimanche une cérémonie hommage des populations de l'Agnébi-Tiassa au président de la République Alassane Ouattara. Des retrouvailles pour marquer la reconnaissance des fils et filles de cette région au chef de l'État pour les chantiers de développement ouverts dans leur circonscription administrative, mais aussi pour la promotion de plusieurs cadres de cette région. C'était en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On écoute le chef du gouvernement à l'occasion de cette cérémonie hommage. Oui, avec Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est dans de bonnes mains et sur la bonne voie, celle de son émergence. Nos progrès économiques sont salués unanimement dans le monde et la poursuite de cette politique économique et sociale permettra de relever, et je vous le dis, tous les défis auxquels notre pays est confronté et prioritairement celui de l'emploi des jeunes. C'est pour cela que, jeunes de Côte d'Ivoire, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Le président est déterminé à créer toutes les conditions qui permettront votre épanouissement chez vous, ici, en Côte d'Ivoire. L'action économique et sociale qui est menée, les politiques économiques qui sont menées, n'ont qu'un seul objectif, au bout, créer les emplois qui sont nécessaires pour vous donner des revenus en vous permettant de vivre correctement dans votre pays. Cette dynamique étant lancée, vous devez rester définitivement aligné derrière cette dynamique de progrès qui est lancée en Côte d'Ivoire. Vous ne devez pas avoir de comportement, qu'il soit étudiant, élève ou jeune en quête d'emploi, qui soit de nature à compromettre donc cette dynamique. Parce que cette dynamique, elle est faite pour vous. Elle n'est pas faite pour quelqu'un d'autre. Chers chefs traditionnels, c'est vers vous que je voudrais à présent me tourner. Votre responsabilité est grande. Vous incarnez la sagesse et la raison. Jouez pleinement votre rôle de régulateur social. Et c'est l'Agnébi-Tiassa qui aura gagné. C'est toute la Côte d'Ivoire qui se portera bien.
J'invite donc à nouveau les cadres et les populations de cette belle région à soutenir leurs chefs et à poursuivre les efforts pour consolider la paix dans la Débé-Tiassa et partant en Côte d'Ivoire. En santé, c'est une nouvelle qui va réjouir les personnes malades du cancer. La Côte d'Ivoire est désormais dotée d'un centre national de radiothérapie. Sa particularité, l'utilisation des rayonnements ou radiations pour détruire les cellules cancéreuses en bloquant leur capacité de se multiplier. Ce centre va donc améliorer le traitement et les conditions de prise en charge sanitaire des personnes atteintes du cancer. Où est-il situé? Quels avantages offre-t-il? L'éclairage de Davy Soyo et Christelle Menon. 12 à 15 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque année en Côte d'Ivoire. Qu'il soit cérébral, de la prostate ou du sang, le cancer n'épargne personne, hommes, femmes, enfants. Mais c'est chez les femmes qu'il est le plus meurtrier. Près de 1200 femmes meurent chaque année du cancer du sein dans le pays. Depuis 2015, des mesures sont prises et des infrastructures construites pour réduire les méfaits du cancer sur la population ivoirienne. Septembre 2015, création d'un centre de scénologie pour la prise en charge du cancer du sein au CHU de Trècheville. Octobre 2017, gratuité de la prise en charge médicamenteuse du cancer du sein chez les femmes exprimant le gène HER2 positif. Dernière en date, un centre national de radiothérapie dans l'enceinte du CHU de Cocody. La radiothérapie utilise les radiations pour détruire les cellules cancéreuses sur une surface plus ou moins localisée. C'est le premier centre de radiothérapie en Côte d'Ivoire. 4 bâtiments construits sur une superficie totale de 11 600 m². On y fera de la prévention, du dépistage, du diagnostic, des soins et de l'accompagnement pour les patients et leurs proches. Sur place, les malades du cancer pourront être traités avec des équipements jusque-là accessibles seulement à l'étranger. La construction de ce centre national de radiothérapie et son équipement s'élève à près de 14 milliards de francs CFA. 17 experts marocains de la santé sont en Côte d'Ivoire depuis 6 semaines pour former les sages-femmes et les responsables des CHU de Cocody, Trècheville et de Yopougon, essentiellement dans les domaines des urgences obstétricales et de la démarche qualité. C'est une initiative du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Delphine Gla. On est devant une complication, c'est une dystocie des épaules. Donc la sage-femme, elle est en train de faire le dégagement. Elle a demandé l'aide, elle a fait une épisiotomie, une large d'épisiotomie. Et voilà, le nouveau-né est en train de sortir très bien. Cet accouchement qui s'est heureusement bien passé est en réalité une simulation. L'un des exercices soumis aux sages-femmes ivoiriennes par des experts marocains de la santé dans le cadre de la collaboration entre le Royaume chérifien et la Côte d'Ivoire. Ce programme de renforcement des capacités, il est basé sur des situations réelles. On n'est pas dans la théorie, on est dans la pratique. Et l'idée, c'est de s'inscrire dans un partenariat gagnant-gagnant pour pouvoir permettre, je dirais, aux deux parties de partager leur expérience. Les sages-femmes ivoiriennes, désormais outillées pour faire face aux urgences obstétricales et néonatales. Mais il n'y a pas qu'elles. Cette collaboration ivoiro-marocaine s'étend aussi aux chefs de département et chefs de service des 3 centres hospitaliers et universitaires du district d'Abidjan. Avec eux, les 17 experts marocains échangent sur la démarche qualité. L'objectif, c'est de vous accompagner aussi à travers toutes ces formations pour amener vos centres de santé aujourd'hui à être plus performants et à répondre plus aux normes de la santé internationale. C'est une exigence aujourd'hui, d'autant plus que nous nous trouvons dans un espace hospitalier où le défaut, les dysfonctionnements ne sont pas permis. Parce qu'en cas d'erreur, c'est une perte humaine. La collaboration initiée par la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est à sa 6e semaine. Elle prend fin le 22 décembre prochain. En plus de la démarche qualité et des urgences obstétricales, la formation concerne le management des déchets hospitaliers, l'échographie et l'hygiène. Dans un autre registre, du 11 au 13 décembre dernier, des présidents des chambres consulaires issus de 27 pays d'Afrique et d'Europe, membres de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, se sont engagés à travailler ensemble pour le rayonnement du secteur privé dans l'espace francophone. C'était lors de la 43e Assemblée générale de cette association tenue ici à Abidjan. Francis Boifou. Des prestations artistiques pour faire connaître le riche patrimoine culturel et traduire
l'hospitalité de la Côte d'Ivoire aux délégations de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, CPCAF. Son but, contribuer au développement du secteur privé africain par la coopération entre les chambres consulaires, membres de son réseau. Abidjan a abrité la 43e Assemblée générale de cette association. Je reste résolument convaincu qu'il n'y a pas de meilleur organisme que nos chambres consulaires pour faciliter le dialogue secteur public-secteur privé. Nous allons continuer à travailler pour nous rendre plus efficaces, encore dans la mise en œuvre des solutions pratiques de terrain pour le développement économique local. Le ministre, gouverneur du district d'Abidjan, représentait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à cette rencontre. Robert Begré-Mambé a invité les participants à faire preuve d'imagination pour favoriser la création d'entreprises dans les pays africains. Avec les entreprises privées, nos pays peuvent éviter le phénomène de l'immigration par la Méditerranée et que chacun de nous fasse l'effort pour capter les opportunités que nous offrent ces grandes entreprises dont on connaît la capacité et qu'on voudrait encourager. La conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, CPCAF, a été créée en 1973 par les présidents Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, Léopold Sédar Senghor du Sénégal et Georges Pompidou de la France. Madame Aïda Alassane Diaye-Riddick, coordonnateur du programme Compact MCC pour la Côte d'Ivoire, était ce dimanche sur le plateau du journal télévisé de 13h. Avec Alvor Assa, elle est revenue sur le don de 315 milliards de francs CFA fait par les Américains à la Côte d'Ivoire à travers ce programme. Voici un extrait de son intervention. Le Millennium Challenge Corporation est une administration du gouvernement des États-Unis qui a été créée en 2004 et qui a pour mandat d'apporter une assistance technique et une assistance financière à des pays bénéficiaires en vue de mettre en œuvre des projets structurants qui permettront de réduire la pauvreté, améliorer le bien-être des populations, et cela grâce à une croissance économique soutenue et inclusive. Alors les bénéficiaires, comme on l'a indiqué, des programmes compacts, c'est la population en général, la population vulnérable en particulier. Nous parlons bien sûr des femmes, des jeunes et des enfants. Le choix des projets que nous allons mettre en œuvre, comme je l'ai indiqué, est basé sur une analyse des contraintes à la croissance pour effectivement savoir quels sont les secteurs qui seront bénéfiques pour pouvoir soutenir et relancer notre croissance. Et donc, ces résultats nous ont permis d'axer ces investissements sur le projet employabilité des jeunes et productivité des entreprises, qui répond à la contrainte de l'inadéquation entre l'offre en compétences techniques et les besoins du marché. Et le second projet, le projet transport, qui concerne effectivement le mouvement des biens et des personnes, donc une amélioration de la fluidité des biens et des personnes dans la ville d'Abidjan. Un mot de religion, le Vitré II dans le diocèse de Grand-Bassam a inauguré récemment sa toute nouvelle chapelle. C'est Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, qui a consacré cet édifice religieux. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités coutumières, administratives et politiques. Elle était placée sous le haut parrainage de la première dame Dominique Ouattara. Chantal Akandan. Situé à 20 minutes du centre-ville de Grand-Bassam, le village de Vitré II vient de consacrer sa toute nouvelle église catholique, baptisée Immaculée Conception. L'édifice religieux a coûté plus de 500 millions de francs CFA, avec une capacité de 500 places. Un don du roi de Mossou, Nonon Kanga Assoumou. Aujourd'hui, l'église Immaculée Conception fait la fierté des Vitrains. Hier, ce n'était pas comme ça. C'était en bambou dans le fond du village là-bas. Et quand c'est tombé en ruine, on faisait la messe chez un douanier, son salon. C'est après ça que le père Mario était venu la demander des briques, des ciments, je ne sais pas, pour nous faire une petite chapelle. Conformément aux exigences de l'Église catholique, les clés de cette bâtisse ont été remises à l'évêque du diocèse de Grand-Bassam, Monseigneur Raymond Awa, qui a procédé à la bénédiction des lieux. Dans son homélie, l'évêque de Grand-Bassam a loué l'acte hautement spirituel posé par le roi de Mossou à travers ce don. Pour Dieu, aucun sacrifice n'est de trop. Vous qui venez de nous le prouver, à travers ce don,
le don de ce complexe religieux, comprenant une église, un presbytère et ses annexes, une grotte offerte à Maman Marie. Il faut reconnaître que pour Dieu, la grandeur et l'essentiel d'une œuvre dédiée à Dieu ne réside pas tant dans les dimensions que dans la perfection. Cette cérémonie a vu la participation d'autres confessions religieuses venues soutenir leurs frères chrétiens catholiques. Ont également rehaussé de leur présence les autorités administratives et politiques du pays. Des guides religieux ivoiriens ainsi que ceux de 32 pays africains et marocains, membres du Conseil supérieur de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, étaient en conclave à Fès, au Maroc. Une rencontre pour tabler sur la promotion des préceptes islamiques et sur la diffusion de la pensée islamique modérée. Pargassoro Kone depuis le Maroc. Cheikh Bouakari Fofana, Cheikh Moustapha Sonta, Imam Traoré Mamadou et Dr Younous Touré, 4 guides religieux musulmans ivoiriens nommés par le roi Mohamed VI du Maroc en 2015 dans le Conseil supérieur de la fondation qui porte son nom. Représentant les guides religieux musulmans de la Côte d'Ivoire, ils ont pris part à Fès au Maroc à l'Assemblée du Conseil supérieur de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. L'objectif de cette rencontre, la mise en évidence et la promotion des préceptes islamiques, la diffusion de la pensée islamique modérée, mais aussi la consolidation des relations historiques entre le royaume chérifien et les autres pays africains. Nous avons eu à travailler depuis hier jusqu'à aujourd'hui sur des thèmes qui nous intéressent tous. Comment combattre l'extrémisme? Il faut faire en sorte que les Africains puissent mieux comprendre et cerner les problèmes de leur religion pour que cette religion soit une religion de réconciliation, une religion de pacification en Afrique. Heureuse de cette initiative, la délégation ivoirienne entend apporter sa contribution à sa réussite et à la promotion d'un islam de tolérance. Nous sommes en phase, n'est-ce pas, avec la vision du roi Mohamed VI, de rappeler aux gens les fondements même de l'islam, de rappeler aux gens que l'islam est une religion de paix avant tout autre. L'islam, c'est le vivre ensemble avec les autres. C'est une vision qui va avec la vision de l'islam africain. C'est l'islam tolérant. Et c'est l'islam qui n'est pas du tout en phase avec l'extrémisme. À l'issue de cette assemblée, plusieurs propositions et recommandations ont été faites. Cela en vue de promouvoir les idéaux et la vision du Conseil supérieur de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. On s'intéresse à la défense avec le 30e anniversaire de la musique de la garde républicaine. À cette occasion, le chef d'état-major général des Forces armées de Côte d'Ivoire, qui représentait le ministre d'État, ministre de la Défense, a décoré des militaires qui feront valoir leur droit à la retraite à compter du 31 décembre prochain. Ahmed Traoré, Astoutouri. Créée en octobre 1985 par la volonté de feu le président Félix Houphouët-Boigny, la musique de la garde républicaine est une formation en service au sein des FACI, Forces armées de Côte d'Ivoire. C'est à partir de décembre 1987 que l'on assistera aux premières prestations télévisées de cette formation militaire. Mon souhait est que la musique de la garde républicaine, qui est une unité de prestige de la Côte d'Ivoire, continue à évoluer avec le soutien de sa hiérarchie. C'est un sentiment de joie de célébrer 30 ans de la musique de la garde républicaine. Et on sait aujourd'hui que cette garde républicaine, c'est la musique qui est au top aujourd'hui pour suivre le président partout où il va et interpréter les hymnes de tous les pays. La célébration du trentenaire de la musique de la garde républicaine a été l'occasion pour le chef d'état-major des armées de décorer au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, une vingtaine de militaires de la garde républicaine. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour remercier et féliciter tous les récipiendaires ici présents, et plus particulièrement M. Robert Antoine, fondateur de la musique de la garde républicaine, qui fête ses 30 ans. Une démarche bien appréciée par les récipiendaires. Entourés de nos proches, de nos amis et de nos frères d'armes, nous sommes débordants de joie et d'honneur inestimables face à ces distinctions honorifiques. La musique de la garde républicaine a pour mission d'assurer les honneurs militaires lors des déplacements du président de la République. Partant, elle accueille aussi les chefs d'État étrangers et participe à l'animation des cérémonies nationales et militaires.
La Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, avec l'appui technique du bureau UNESCO d'Abidjan, a organisé les 15 et 16 décembre dernier à Grand-Bassam un atelier d'appui à la conservation et à la gestion documentaire. Objectif, renforcer les capacités des professionnels du secteur pour une meilleure gestion des archives. Issa Tchonayou. Les archives représentent une richesse culturelle, intellectuelle, politique et économique. Malheureusement, dans l'administration, c'est un secteur laissé pour compte. Les archives nationales sont dans une situation vraiment difficile. Nous sommes confrontés à des problèmes d'organisation et de moyens pour assurer la gestion efficiente des archives publiques. Ce n'est pas toutes les informations qu'on donne et à qui on donne. Il faudrait que l'information soit vraiment protégée. Et c'est ce que la KIDP aujourd'hui essaie de nous apprendre. La mise en valeur des archives est une préoccupation pour la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, KIDP, et le bureau UNESCO d'Abidjan. Pour que l'information soit disponible, il faut qu'elle soit conservée, il faut qu'elle soit bien gérée, il faut qu'elle soit bien managée, j'ai envie de dire. C'est la raison pour laquelle on veut outiller les personnes justement qui s'occupent de la conservation du patrimoine documentaire, notamment les archivistes et toutes les personnes qui interviennent dans la chaîne de cette conservation. Il existe 107 documents publics issus de 74 organismes publics qui sont disponibles sur le site de la KIDP. Au cours du présent atelier, il s'agira d'une part de comprendre l'importance des archives dans le bon fonctionnement des administrations publiques et d'autre part de proposer et d'adopter des méthodes d'organisation et de gestion des archives intégrant l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Kebe Yakuba indique par ailleurs que la KIDP restera très vigilante sur la question des données ouvertes et de l'archivage numérique. Voici à présent le point des faits qui ont marqué l'actualité à l'étranger. Ce 7 sur 7 est une sélection de Gabriel Zani. Le Caire et Moscou ont signé lundi un accord pour la construction d'une centrale nucléaire en Égypte au cours de la visite du président russe Vladimir Poutine effectuée dans le pays. Il s'agit d'abord de la construction d'une première centrale pour la production d'électricité à Dabara, à l'ouest d'Alexandrie. L'accord prévoit la construction de 4 réacteurs ainsi qu'un transfert de technologie et de savoir-faire dans le domaine nucléaire pacifique. Près de 400 000 enfants congolais risquent d'être atteints d'une malnutrition sévère dans la région du Kasaï, dans le centre de la République démocratique du Congo, en raison des violences en cours, a prévenu mardi l'UNICEF. La crise au Kasaï a gravement empiété sur les programmes de santé au cours des derniers mois, assure l'agence onusienne. L'UNICEF a besoin de plus de 40 millions de dollars américains pour sa réponse d'urgence dans le Kasaï. La Commission électorale nationale au Libéria a fixé au 26 décembre le second tour du scrutin présidentiel qui opposera l'ancien footballeur George Weah au vice-président sortant Joseph Boakai. Mais ce second tour pourrait-il se tenir? Le vice-président Joseph Boakai vient de déposer un autre recours devant la Cour suprême et il dénie à la NEC le pouvoir de fixer la date du second tour dont il demande le report. Une collision entre un train et un bus scolaire survenu jeudi à Milas en France à un passage à niveau a provoqué la mort d'au moins 4 enfants. Le bilan est également de 24 blessés très graves, dont 21 collégiens qui se trouvaient dans le bus et 3 personnes dans le TER. Des enquêtes sont ouvertes pour déterminer les causes de la collision. Le vendredi, le Soudan du Sud est entré dans sa 5e année de guerre civile. L'ONU appelle les partis ainsi que la communauté internationale à agir face à la situation humanitaire critique dans le pays. L'organisation a prorogé le mandat de ses casques bleus à la veille de ce triste anniversaire. La MINUST reste donc au Soudan du Sud jusqu'au 15 mars 2018. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est penché samedi sur un projet de résolution demandant l'annulation des décisions récentes relatives à la ville de Jérusalem. Le 6 décembre, le président américain Donald Trump avait annoncé reconnaître la ville sainte comme capitale d'Israël. Ce texte préparé par l'Égypte, transmis au Conseil de sécurité de l'ONU, devrait bénéficier d'un large soutien, mais il est probable que les États-Unis opposent leur veto.
Ce dimanche, deux favoris en liste pour briguer la présidence de l'ANC. Il s'agit du vice-président Cyril Ramaphosa, ancien syndicaliste, et de Nkosinzana Dlamini Zuma, ancienne patronne de l'Union africaine. Un choix crucial à 2 ans des prochaines échéances électorales. Le vainqueur de ce duel a de bonnes chances de devenir le prochain président du pays en 2019, la fin du 2e quinquennat de Jacob Zuma. Le Conseil national africain est au pouvoir depuis 1994 en Afrique du Sud. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente fin de soirée.